eganye colonialism ƒe sewo ta hafi Ghana dukplɔla na be yina na wɔ gea edzi be Britishɔwo na ɖe mɔ na wo. Ta ŋkɔ ɖoko trɔ ŋkɔ be yewo xɔ ablɔɖe vɔa ese ŋusiãnu yi ke ne ga dukɔ kplɔm le ŋuwo tea eganye ta va se ɖe fia mi le gbegbegbegbe enu geɖe li ne Ghana be yeawɔa ne Britishɔwo meɖe mɔ Ghana mete wɔna o. Alors que enye colonialism. Mi kpɔna Ghana alo mi kpɔna Britishwo be woabe kolonia wole independent et que French coloniwoe kpakpɔtɔ le French be zizi ɖe tete vɔa mi va le do dzesi be gota ko ekpɔ be enu yi ke ne le Commonwealth atea ɖe Britishɔwo wodze ayi ale gbegbe be wowɔna ŋua womedzi be yewo ƒe ŋkɔ nedze ne woakpɔ be yewo nu gbegblẽ aɖeke wɔm o. Ta wowɔna ŋua be ameawo ŋutɔwo wowo ŋutɔwo ƒe ŋusẽ zã wowo nusiãnu zã gake nenye be ɖoɖo aɖe li wo be yewoawɔ nye ɖoɖo yi ke enye ɖoɖo tɔxɛa edze woabia gbe le Britishawo gbɔ. Enye system aɖe gali egbegbegbe ta ɖoko trɔ ŋkɔ be Commonwealth of Nation ɖoɖowo gali yi ke nye kadodo colonialism ƒe kadodowo gali egbegbegbe ga dukɔmewo kplɔm. Mi ɖe asi ema ŋuti mía nɔviyawo katã ke mi kpɔna bo mi le NDC party me ta ne NDC party ava ata va trɔ nanea ese yi ke ne le dukpɔkplɔ ŋutia meɖe mɔ be nava ava gblɔ be dukɔa fia ne ɖe ɖa eye nye dukplɔla ta yeawɔ se be Ghana ƒe akpa yi ke yewo xɔ kɔ de me be enye Ghana ƒe anyigba ne ɖe ɖa o. Ta nenye be eʋevi ɖe va zu dukplɔla hã mete ŋu yina ɖoɖo ma wɔ ge o ke ɖoɖo ma ame yiwo ke ko ata wɔ ɖoɖo ma ko nye dumeviawo ŋutɔŋutɔ wo ko ata wɔ ɖoɖo ma. Fifia ne dumeviwo nata wɔ ɖoɖo ma wòadze edzi ɖe nu kae miawɔ hafi dumeviwo makpɔ ŋusẽ awɔ ɖoɖo ma o. Elabena wowɔ ɖoɖo ma ye du woɖe ɖa dzoa enya yi ke wogblɔ da ɖi be Gold Coast ava nye efukpe dukɔa egbɔna me va ge. Ta míawo míaƒe fia mi le kple Ghana gba enye Ghana ƒe viɖe nye yi ke nye míawo míaƒe hehe ɖe to alo tete ɖe to. Nenema ŋua le nye ma. Ta gbe sia gbe ke mi dzi be míawɔ nane alo míaƒe ame aɖe edzi be aɖo ŋusẽ yi ke ata gblɔ be míaƒe dukɔ ne ɖe ɖa koa ne womeɖii ɖa oa ŋusẽ masusi o. Nenema nye ɖoɖoawo nye ma. Ta mi nɔna NDC me amewo le NDC me wotso Volta region wotso Togoland ƒe akpawo dzi abe Rawlings hawo yi ke amewo kpe be Rawlings etso míaƒe afia ta ate ŋu awɔ nane tso míaƒe ɖokuiwɔwɔ ƒe nya ŋuti. Me yawo ke nye alo force yawo ke ne le megbe yi ke ŋuvevi wɔ ge be yiƒe susu ma va dzi oa forceawo sugbɔ wo ye ŋutɔ. Egbɔ be nane li ne ese mafiawo ƒe operation alo mafiawo ƒe nuwɔnawo gɔmea na nuyawo ƒe ɖewoa ata se wo gɔme kaba. Míaƒe edukpɔkplɔ nuyawo aleka gbaɖogbe ne va ɖo afi ɖa edze be na akpɔ le ke mafiawo operate na alo mafiawo wɔna woƒe nuwoe afi ko na se enua ɖewo gɔme. Ta Rawlings wokɔ nya ne kpɔ ɖoko kpoe dũu eko ɖe ta le te. Míawo mi menya nu katãe wòɖe ta le te o. Ta le te o. Ta le te o. Vɔa ame geɖewo buna se be Olympio edze agɔ le Francia dzi alo yevuwo dzi na woɖe eƒe agbe ɖa. Vɔa mi ge ɖe me ne miakpɔ ɖa. Mi ge ɖe me tututu ne miakpɔ ɖa be ɖe agɔ kae Olympio dze le France dzi agɔ kae Olympio dze le yevu dukɔ ɖe dzi. Ye woata gblɔ be ɖe nu ya tututu Olympio wɔ ye nye yi tae yewɔ ku nɛ. Abe ale ke woagblɔ be Gaddafia edzi be yaxɔ ɖokuixɔxɔ na Afrika yakɔ gold akɔ aɖe dollar ɖa ta numa enye threat na America ta woɖe eƒe agbe ɖa fine ke Olympio ya ɖe wobe xɔ ɖokui si etrɔ be mega France ƒe gaɖugo yi ta ya. Na kpɔ ɖa ɖe vɔ ne ge ɖe history ma akpɔ be Togoland ƒe ɖeɖeɖa le Ghana ŋutia ame yi ke ko ata wɔ nu ma yi ko nye Sylvanus Olympio.
yena agbalẽ hã woŋlɔ ɖe afi ɖe be edze be woayi woava akpɔ gbɔ be yewo ble Sylvanos Olympio ŋu be ihana va xɔ Togoland ƒe gege ɖe Gold Coast mea wòava xɔe ade me ta woɖo amewo ɖo ɖe Olympio gbɔ gake eya amewo yi ɖe wote ŋu kpɔea Olympio lɔ̃ ɖe dzia Olympio melɔ̃ ɖe dzi o ta Olympio wova wɔ takpekpe aɖe na Olympio alo wowɔ interview ɖe na Olympio le BBC Hard Talk ye ŋutɔ ƒo nu ye wobie se be míaƒe iƒe anyigba velia ƒe nyawo ɖe leke ale ko ɖo nya ma ŋutia ne mi trɔ va ƒo video ma miakpɔ be nya ɖe le nya ma me yiƒe opposant sesẽ yi ke nɔ anyi gama mea enye ame ka enye nkumahawo abe aleke ko wonye opposant Dr. Amato yi ke nye Olympio ƒe secretary yi ke woyi ɖe United Nations wòva defend míaƒe ɖokuixɔ ƒe nya ya gbemagbe eƒe ma me medidi o takpekpea ko wokpã la iko o poisonné iko megava le agbe okua numawo nye nu yiwo katã ne li ta na ame aɖe le NDC megba ye wòtso be yeagblɔ West Togoland ƒe nya woƒe agbeɖege ɖa abe aleke ko míame yawo ke mi me le NDC hã mo gake eyi wokpɔ mi va ke ɖe enu yawo ŋuti mi medidim be míaɖe asi wo ŋuti wa wokplɔ míaƒe agbe ɖoa nenema ye ŋuwo le nye ma gake nyame gblɔna si geɖe be Donc, ne enua nye quelque part, ma blogbe, elle est liée na Volta Region Benya. Il y a collègue là, trɔ va ke nye me sa fuma nyui ɖo. C'est-à-dire Olympio be kua, yemi kua be nyuerea, ebe akpare tso Volta Region. Mi kpɔ ge, ne mi kua me nyui ɖa mi kpɔ ge, ne mi kua me nyui ɖa mi kpɔ ge. Ma ɖo ŋku nane dzi le United Nations ƒe esewo ŋua ɖe. Eyi ke míawo mi do boblo fifi la be West Togoland meganye Ghana ƒe anyigba oa. Ne Togo dukplɔla aɖe ŋlɔ press release fifi la ɖo ɖe United Nations be boblo dodo ya mi wɔ le Togo nyigba me be mi declare be míaƒe anyigba magakpe ɖe Ghana ŋuti o ne xɔ ablɔɖa eye abe dukɔ le United Nations me ye koe kɔ de mea míaƒe dukɔ adzo. Ne Benin ƒe dukplɔla ŋlɔe míaƒe dukɔ adzo le Ghana ŋuti. Ne Ghana wɔ ɖe sia ɖe ke ɖeko agblɔ be ke mi yi takpekpe. Esea nenema esea le nye ma. Ta ne xlẽ Montevideo Convention of 1933 a egblɔe clear. Aleke dukɔ xɔna ablɔɖe United Nations ƒe se yawo ke ta dzi dukɔ na to axɔ ablɔɖea ese woame ene ese kpɔtɔkpɔtɔa enya ma wògblɔe nye ma be ne amegbetɔ ƒome aɖewo wɔ declaration koa United Nations member nation aɖe na xɔwo de me ne xɔwo de me nyaŋlɔ press release be yexɔ dukɔ ye xɔ de me koa dukɔ ma tso gbemagbe dzia ke ezu international issue alo nya woanɔ gbɔgblɔm international issue alo nya woanɔ gbɔgblɔm international issue alo nya woanɔ gbɔgblɔm ta ovɔvɔm be eyi ke Sylvanos Olympio va zu dukplɔla na Togo fifi la ya enu yi ke koe kpɔtɔ woawɔ koe nye be ezi antɔ yi ke nɔ anyi ya nenye be Sylvanos Olympio na influence be ne va declare independence na West Togoland koa nenya declare ko Sylvanos ɖo xɔ ga de me end enɔ ekpa ɖe afi ma ta yiƒe anyinɔnɔa enye threat na Togo dukɔ Ghana ƒe Togo dukɔ xɔxɔa. Aha, numata ye ne o enane dzɔdzɔm le Togo megba eye Ghana dukplɔlawo wova wɔnɛ eɖe ɖe o nɔviwo mi nye mía katã ame ɖekawo mi nye o wɔnɛ abe ame yi ke ahiã dzi me nɔvia ene. Okay. Enuwo ne ŋuwo nya dzɔdzɔm koa edze be míawo míanɔ ŋuwo fɔm le me anɔ eme sem anya be nu ye nua he ŋkɔ vɛ nye yi. Ghana ma dzi be yewo kple Togo adzre nana yewo dome. Elabena dzre ɖo Ghana kple Togo dome fifi la wonya be anyigba akpa gãtɔ Togo ƒe anyigbawoe. Nyitsɔ nane va dzɔ nane dzɔ eƒe ya va yi me gbɔna ye. Yi ke wonɔ tɔsisia ʋlim. Meka ɖe dzi be mi kpɔ nu ma le Togo ƒe press ome River Volta wobe nakɔ River Volta kɔ yi ɖe lome. Ye woyi ɖe discussion ye Togo tɔ gbɔgblɔ na wo bena ta etɔsisia yewo tɔ ye ta medze be Ghana na dzre na yewo nyemenya mi kpɔ nu ma o. Enye nyawo gblɔ. River Volta tɔsisia. Volta tɔsisia. Ils n'ont pas fait sortir ça. On me dit de Etomesi.
Le fleuve. Àwọn yẹn tó mẹ́sí o la river volta kó ọ̀tọ̀ ó dó wá ní àrẹ jí la lake la lac volta la sogakọ́fẹ́ tọ́ la. Ok. Aha ne mi kpɔ Togo ƒe presse wo ma o gblɔ nyama do gbe le Ghana ƒe parliament le afi ya be Togotɔwo wo me didi be Ghana ne dzra tsia na yewo wo gbɔgblɔ be tsia yewo ƒe tsie. Míawo mi ŋlɔ presse kura kɔ tso numa ŋuti kɔ yi ta míaƒe Togo dukɔ ya ƒe ɖeɖeɖa le Ghana ŋutia enye enu kesinɔnu gã aɖe na Togo eye wònye nu gã aɖe abu ɖe Ghanatɔwo ta ame sia ame yike nedzi be nu sia nu yike ate ŋu adzɔ be Togo dukɔ na ɖe ɖa le Ghana ŋuti koa wokpɔna gbɔ be enu ma megava dzi o. Enya ke wo le gblɔ bon matati Carlos la trɔvɛ dzi voa enu ɖeka mi do dzesi anyi be ke Olympio kua wowu Olympio voa ne Olympio be replacement français wo sɔ ame eve ame ɖeka so Benin va ke nyi Sylvanus bo opposant voa elle ti Benin parce que wowɔ coup ɖe en 61 ke raté donc Gruniski so Benin va ame vegoa fike wòtso va etso Ghana va etsa nyi opposant voa eve ti enyi pro français voa eve ti Ghana le kuma gbɔ ne be Meachi eya so Ghana va donc eva nyi vice president Gruniski ava nyi president donc leke mi ke sɔ be Nkrumah la réagir parce que c'est la première fois que owu président démocratiquement élu owu président ma réagir non c'est comme si Olympio be kukua edo edzi donc esɔ be opo enfin ame va si abati wa kele nyi emi ava le etrɔ va Togo eva nyi vice président donc c'est quand même un fait historique qui est factuel. Et donc, nous avons clôturé le ticket comment sur le plan juridique au CDAO au Moukoutao. Nous avons Yo, fia, kamiga Togo ƒe enyawo da ɖi eye Ghanatɔwo kɔ tukple kpokplɔ mi ɖoa míawo mi medzi be wòava zu aʋa míava nɔ wɔwɔm o elabe Togo dukɔa mi kpɔe be míaƒe ʋu kɔ ɖe anyigba le madzemadze dzi akpã ta be míagava kpa aʋa fifia be mi wɔwɔm kple Ghana anye míawo ŋutɔ míaƒe kple Ghana anye míawo ŋutɔ míaƒe gbãtɔ mi kɔ ɖo United Nations ƒe ʋɔnu yike nye United Nations ƒe alɔdze ne kpɔna amegbetɔ ƒe dzenawo ƒe ʋɔnu le mawo yia wole míatɔwo va lé enye ŋutɔ eye wolema womelem ɖe dzɔdzɔenyenye aɖeke dzi o gake menɔ wo sinu kpɔm be ne mi yi ɖe ʋɔnua nu yi tae wolem ɖoa ne woagblɔe ne ma ase ne yi ke nu yi tae nye hã nu yi tae me Togo dukɔ ƒe nya gblɔ ne nye hã míagblɔe le fi ma ne ame yi ke agɔ dzem le nɔvia dzi alo ame yi ke dze agɔ le nɔvia dzia ne woagblɔe ne míase gake va dze be ɖeko wo dzidzim be yewoakɔ lelea akɔ nɔ mía zim ɖe toko be kple susu be enya ne mo aganɔ edzi yim o numata mi kɔ nya kɔ yi ɖe United Nations ƒe dzena ƒe ʋɔnu eye mi ve ɖu wo dzi le fi ma wode se na wo be ne woɖudzɔ mía lele ese ya ko kɔ mía lém hã Ghana ne va ɖe se ma ɖa medze be se ma naganɔ eƒe agbalẽ me eye no agɔ wo dze le mía dzi ta no xe fe hã na mi gake va se ɖe gbea wo wɔ naneke tso nu ma ŋuti o ta mi gakpɔ ŋua dũu ye be awo míaƒe nya mi dzi be míakɔe kɔ ɖo afi aɖe enyadrɔƒe gã edze be nya kodzoɖoɖo ƒe yawo katã ne le míaƒe gbagble mea nato afi mawo katã hafi ta mi kpɔe be awo fia míagayi fia nye ECOWAS ta mi gakɔ nya kɔ yi ɖe ECOWAS court yi hã be yewoadɔ dze nya alo yewomava wɔ nya ʋu gake wova ge ɖe nya me eyi mi va ge ɖe nya mea ECOWAS court va drɔ kodzoa wòdze wo dzi be wodze agɔ le míaƒe dzena dzi togbɔ be yewome
egbe ɖege be míaƒe dukɔ ne ɖe ɖa le Ghana ŋuti o elabe menye yewo ƒe dɔwɔƒee nye ma o gake míaƒe dzena yi ke dzi Ghana da lea edze be míaƒe dzena ma Ghana ne kpɔ gbɔ be dzena ma etrɔ va na mí. Ema hã wome dzidzim be yewo awɔ me dɔ o ta eyi wokpɔ be ŋkekea gogo ŋkɔa wogava wɔ enya bubu ta míawo hã mígaɖo nya bubu ŋuti nɔ ta le esea ŋua míaƒe enya ele ECOWAS alo CEDEAO ƒe ʋɔnugã eye mítso le afi ma míawo ŋutɔ le aƒea me afi ya míegawɔ enya bubu aɖewo kple Ghana ŋutɔ le woawo ŋutɔ ƒe kodzoɖoƒe gã kple susu be ese ma ne woaɖe esea ɖa eya katã enye ese ƒe afɔɖeɖe mídzo míana xexea katã nanya be míaƒe ɖokuisɔxɔ ƒe nya menye etu kple kpo ƒe enya ye wòanye o elabe nenye be ame aɖewo gidigidi alo hunyahunya dzi etu kple kpo ƒe nya gblɔma womate ŋu akɔ nya kɔ nɔ ʋɔnu yim o eye ne mi nye ame gbegblẽwo hã ame gbegblẽwo alo fiafi kple tɔwo mekɔna nya kɔ yina ɖe ʋɔnu o kɔa etu kple kpo zãna abe aleke wòdzi le dukɔ kɔkɔe yi kɔkɔe. Sasa mpaebɔ deɛ wopɛ dɛ wo mpaebɔ develop a na mɛhyɛ ha o ɛne pɛsɛ kura so deɛ ta le eseawo ŋua míaƒe ɖokuisɔxɔ ƒe nyawoa wole ʋɔnu fifi lae afi ma mi ɖo ye nye ma. Micro. Ok. George, mi do akpe manya gblɔ nɔ nu keke gɔme ɖea. La dernière partie anɔ buta me se di leke ye mi la kpe ɖo mia nɔnɔ ŋuti abe tɔtsueviwo nene wosɔ ame ɖe va sa le comment on appelle Vaughan wova sɔ ame ɖe sa le kpali me. Mi ame vea katã mi trɔ zɔ fe le mi le ɖua ya. Ye mi kpɔ ye mi se miabe histoire ye mi se miatsã miatɔa mi tɔ ɖeka viwo vɔ ma miame parce que miatɔ megava li o. Et donc miabe ɖo si nɔnɔa ele nyi problème na ame ko gbɔ mi va tia ou ame ko le zi ɖo miatɔ alo miabe du nɔnɔa mele nyi wabe intérêt o. Donc ils ont intérêt à ce que nous soyons séparés, que nous soyons martyrisés, etc. L'essentiel miabe condition elle est dans à dire géopolitiquement. Bah, miabe ame kpekpe vegɔa ni miabe journaliste gã ɖeka le Togo avec Carlos Ketong. Ame nyi Roman ŋlɔtɔ alo journal ŋlɔtɔ wònye reconnu mondialement. Donc esrɔ̃ nu geɖe so histoire, sociologie alo cartographie ŋuti géopolitique. Donc amatati biane eva ʋlɔ nu mi so nu ke be nya so thématique mi ga awɔ bia. Edona gbe sugbɔ. C'est l'un de nos polyglottes. Et donc, avec quelqu'un qui a fait ça, elle est bon. Quand je dis ça, elle a trop de comme la vie de Dobokov. Et là, on s'en barrasse d'aller à la fin. Donc, Carlos, après, nos caca, oui, on va y demain, et mieux choc bien. Et là, ça n'a pas de cas. Maintenant, il me dit, il y a une vie, Georgia. Elle est gamer. Nous va trouver Midawase. Nous va trouver Midawase. Bon, moi j'avais un vieux au niveau le Ghana Makbadia la do a Blueberry way. Donc I warmly congratulate you on the quality of your historical research and the great relevance of your analysis of British Togolans. You work sheds rigorous and profound light on aspects of our history. So we encourage you. We need that you continue in this path and to have critical analysis that we can move forward towards the total liberation of our flourishing of Togo. So I thank you very much for your speech and your researches. Mila Bob Mia Makpochine Latecho number autonomous
ne mi le yɔ mianɔ ɖeka ɖeka ɖe wa miatɔ nɔ da dze ɖe nusubɔ ɖe dzi ne miakpɔ leke miawɔ dɔ asi le asi me ne enu la yi ɖo enye ke mado akpenɔ kaka ne enu le gblɔa ɖo le gblɔ nya subɔ ye enyawoa mi ɖo la tsɔ enyawo tsɔ wɔ dɔ ne mianya leke mi la na miaɖe Togo dzo le ye be nɔnɔme ye ele me ye nɔnɔme wa a un lien, un link with Ghana, un lien avec le Ghana sur le plan historique et sur le plan aujourd'hui actuel, où le Togo continue d'être un peu victime du chantage d'une dictature qui veut profiter un peu de la division de ce qu'on appelle du format historique pour continuer à maintenir le peuple dans la misère. Donc, merci beaucoup. Je vais vous décevoir ce soir en vous disant que cette histoire de 5e République que Faure Gnassingbé et ses collaborateurs ont instauré au Togo avec beaucoup de violence, avec détermination, malgré les pressions populaires, cette histoire risque de rebondir dans les autres pays, même dans les pays du Sahel. Parce que, au nom du panafricanisme, certains pensent que les États coloniaux occidentaux ont imposé des dirigeants, ont imposé une démocratie, et il faudrait faire une démocratie à l'africaine. Et ils sont en train d'être manipulés, si je peux prononcer ce mot, d'être invités à aller dans ce sens où vous verrez un jour le président guinéen dire que bon, on ne fera plus d'élections, on va changer de république, on va devenir une république parlementaire, ou le Burkina va dire que ben, nous sommes devenus une monarchie, ou le Niger et tout ça. Cela risque d'arriver, mais ce n'est pas une information que je donne, mais c'est une supposition en fonction de la lecture géopolitique que je dessine. C'est pourquoi il faut réussir à tuer cette velléité au niveau du Togo, en empêchant le Togo d'arriver à bout de cette initiative malsaine, afin de pouvoir empêcher les autres pays à s'engager dans cette logique. Moi, je suis au Luxembourg. Pour donner l'exemple, depuis hier, il y a eu un changement de trône. Il y a eu l'intronisation du nouveau grand-duc. C'est une monarchie. Mais vous comprenez qu'il y a une alternance dans cette monarchie. Même si le grand-duc Henri, qui vient de quitter pour laisser la place à son fils, grand-duc Guillaume, il avait l'occasion de dire que non, je vais rester jusqu'à mon mort. Les plus grands royaumes qui ont existé au niveau de l'Occident ont connu une transition, une alternance, juste quand le monarque est mort et que son fils le remplace ou bien une autre personne. Donc, il avait en fait l'occasion de dire que je ne pars pas, je reste et que quand je mourrai, mon fils prendra la relève. Mais après 25 ans, lui-même, il a délibérément choisi de quitter, de faire l'alternance. Je suis fatigué, je ne peux plus gérer les choses, je suis vieux et tout ça, et que je veux m'occuper de ma vie, de ma retraite tranquille. Et il est parti, et son fils de 43 ans est en train de prendre les rênes du pouvoir. Vous comprenez que même l'idée qui se cache derrière la 5e République du Togo n'est pas tolérable dans la mesure où on n'est pas dans une logique où un jour, Faure Gnassingbé va décider de dire que je cède le plancher et que d'autres personnes peuvent venir gouverner à ma place. Et surtout que, au nom de cette dictature, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien qui se fait et c'est le peuple qui est martyrisé. Donc ça, c'est un parallèle que j'ai essayé de faire pour faire comprendre qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de pouvoir lutter par les moyens nécessaires pour empêcher le régime togolais de réussir son obsession de transformer le Togo et de le maintenir comme il est aujourd'hui. Et cela passe par des moyens aussi
qui vont dans la géopolitique internationale et qui vont aussi dans la cartographie. Les idées clés. Par exemple, dans la géopolitique, il naît la contrainte géographique. Les montagnes, les fleuves, les mers, les déserts et qui dessinent les frontières. Moi, j'ai un peu adopté les frontières de façon vraiment empirique. Parce que mon parcours m'a permis de pouvoir traverser beaucoup de frontières, que ce soit nationaux ou internationaux, et cela m'a permis de connaître des peuples. Cela m'a permis également de frotter avec les réalités qui se passent entre une frontière et une autre. Je suis né à Vaughan. 3 ans après, je suis allé à Kumapé, dans le Vaud. Et 5 ans après, je suis allé à Kounou, qui est perdu dans le Badou. Et après, je suis revenu au nord du Togo. Je suis allé à Fazao, qui se trouve dans la préfecture de Sotouma. Après, on quitte Fazao pour aller à Alehéride, dans la préfecture de Tchaoudo, dans la région centrale. Après, on quitte Daoudé pour Alehéride pour aller à Daoudé, dans la préfecture d'Assoli. Et ça, c'est encore au nord du Togo. Après, je suis parachuté à Tabibo, qui se trouve être la région maritime au sud du Togo. Et après, je quitte Tabibo pour revenir à Lomé, pour être dans la capitale. Et entre-temps, pendant que j'étais en train d'étudier la sociologie, à un moment donné, ben, il y a eu une candidature, un appel d'offres qui a été lancé pour faire des études de milieu au niveau de tout le Togo. Je crois une 50aine de villages au sud et au nord du Togo. J'étais en 3e année de sociologie, j'ai postulé à cet appel à candidature avec un de mes professeurs à Menyedi. Et par chance, j'ai été accepté tout simplement parce que je parlais autant les langues du sud que les langues du nord. Et ça m'a permis de balayer un peu l'écosystème géopolitique et géographique de la région du sud, la région maritime. 33 villages dans le Vaud, les lacs et le Yoto, où j'ai passé au moins 3 nuits dans chaque village, où j'ai vécu les réalités, parce qu'il s'agissait d'une étude de terrain. Après, je suis allé au nord, où j'étais, donc, j'avais vécu, où j'avais fait les écoles, et je suis retourné faire ces mêmes études dans une 15aine de villages au niveau de la région de la Kara et de la région centrale. Donc, ça m'a permis de maîtriser les frontières. Après, quand j'ai réussi à avoir la bourse internationale volontaire Leadership Programme des Nations Unies ou bien des États-Unis, secrétaire d'État, nous avons également franchi plusieurs frontières aux États-Unis. Washington, et Nevada, et Charleston, et South Carolina, et New York, et Californie, et tout ça. Je me souviens au cours de cette expédition, quand on a demandé à chacun de choisir une localité pour aller découvrir les peuples et leurs réalités, moi j'avais choisi d'aller à Nevada, qui avait un peuplement d'Amérindiens qui était un peu à l'ouest des États-Unis et qui avait des frontières californiennes qui étaient proches des Amérindiens. Donc, je suis allé encore, en tant que sociologue, en tant que journaliste, par curiosité, développer la culture de ce peuple et savoir comment les frontières peuvent différencier et qui peuvent un peu influencer les comportements humains et géopolitiques. Donc, tout cela m'a permis d'avoir une connaissance générale, une connaissance globale et parfois même approfondie de ce que c'est que les frontières, avant que, au niveau de la géopolitique internationale, on parle des frontières à l'université de Lille et également dans d'autres formations. Donc, dans le monde entier aujourd'hui, quand on suit cette géopolitique, nous avons vu la souveraineté moderne en Europe qui a été consacrée par les traités, Westphalie, les conquêtes napoléoniennes, parce que Napoléon avait été un grand conquérant, et qui aujourd'hui ont dessiné la carte de l'Afrique. Et également, nous avons
aujourd'hui la guerre en Ukraine, la bande de Gaza et tout ça. Là. Donc, vous voyez un peu comment les frontières constituent vraiment un cas qui permettent de comprendre que nous avons l'obligation de pouvoir jouer sur les frontières, surtout les frontières qui sont liées à notre pays, et de se poser les questions. Pourquoi les voisins ne se mêlent pas des questions de frontières? En matière d'information, quand je faisais les investigations au Togo, ça, pour ceux qui veulent un peu enrichir cette partie et pouvoir la diffuser, parce que c'est une information très importante que je veux passer. Quand nous faisions les investigations, j'ai été approché. Coupez cette partie pour partager ceux qui enregistrent. Approché Important. par une communauté qui défendait le Togo britannique. C'est là que j'ai su encore une fois que le Togo britannique était un enjeu important et jouait dans la géopolitique togolaise. Et quand j'ai rencontré une personnalité, un vieux monsieur, qui était à la limite très persécuté à l'époque par le régime togolais, c'est une personne d'ethnie kabyle, mais qui était dans le groupe de tous ceux qui militaient pour le retour du Togo britannique au Togo. Je lui ai fait des interviews, j'ai échangé plusieurs nuits avec lui pour savoir ce qui se passe derrière. Et c'est là que j'ai compris, dans les années 2011, 2012, 2013, qu'il y avait une mobilisation au niveau de Togo britannique. Il fait 33 000, je crois, 900 km², plus de la moitié du Togo actuel. Il y avait des sécessionnistes qui voulaient que le Togo soit rattaché au Togo actuel, le Togo britannique soit rattaché au Togo actuel. Et une délégation de cette communauté s'est déplacée, a demandé audience auprès du ministre de l'administration territoriale à l'époque, qui était Pascal Bojona. Je répète, la délégation des sécessionnistes togo-britanniques qui voulaient en fait que le Togo britannique soit rattaché au Togo au nom d'une reformulation des frontières, a décidé de venir voir le ministre de l'administration territoriale pour lui dire que voilà, c'est une pas développée par le Ghana. Et de fil en aiguille, le ministre Bojona à l'époque, qui aussi aimait le pouvoir et qui voyait que le pouvoir de Gnassingbé, qu'incarne Faure Gnassingbé, n'avait pas de légitimité pour engager une guerre des frontières de récupération du territoire, parce que mal élu et contesté par son peuple, a décidé de prendre les choses en main. Et Pascal Bojona, à un moment donné, a commencé par devenir le parrain de ces sécessionnistes. Pascal Bojona a commencé par devenir le parrain des sécessionnistes de Togo britanniques. Il y avait des réunions, on venait lui faire le compte rendu, on venait lui dire ce qui allait se passer et tout ça. Et en ce moment, il se voyait déjà dans la peau de quelqu'un qui peut engager une lutte sécessionniste comme en Casamance et dans d'autres pays et être le leader. Et s'il arrivait à occuper ou à prendre légalement cette portion de 33 000 km² de Togo britannique, c'était une menace pour le Togo. Parce que, pour ceux qui connaissent Pascal Bojona, si vous lui donnez le doigt, il avale le bras et puis il avale tout le corps. Si vous lui donnez un petit doigt,
que voilà, c'est ta propriété, il va prendre la main et après, il finira par prendre tout le corps. Donc, si Pascal Bozona avait réussi en ce moment à prendre cette partie et à être le leader charismatique comme le leader Senghor de la Casamance, il prenait le Togo britannique. Les Togolais qui vomissaient ou qui vomissent, qui continuent de ne pas être d'accord avec le régime de Gnassingbé, vont demander que le Togo britannique soit uni avec le Togo actuel pour avoir un seul leader. Et les conséquences, vous les avez eues. C'est ça ou une des causes de la bataille qui a été menée, du combat qui a été mené contre Pascal Bozona dans ces histoires, dans ces déboires, à part les faits liés à l'escroquerie internationale et tout. Donc, on a tout mêlé pour lui faire cette bataille, pour lui ôter de la tête cette velléité. Et ça, la personne, j'ai encore les interviews, qui m'a dit ça, c'est une personne qui est en connexion directe avec le groupe des sécessionnistes, qui aujourd'hui, il était très très souffrant à l'époque, il était persécuté, il se cachait, et je ne suis pas sûr que cette personne soit encore en vie, parce que je ne suis plus rentré en contact avec cette personne. Cela dénote un peu le fait que le Togo britannique est un enjeu important dans la lutte pour la libération du Togo actuel. Tiens, j'espère, je ne sais pas si tu as une question, parce que tu réagissais. Non, je disais tout simplement qu'une vraie scoop historique, ce que tu viens de nous révéler. Oui, ce sont des informations que nous n'avons pas voulu révéler parce que à l'époque, j'ai demandé, j'ai recoupé naturellement en tant que journaliste, on a l'occasion de recouper les informations et de savoir l'avis de la personne concernée. Mais j'ai rencontré Pascal Bozona, je lui en ai parlé. Il a semblé voilà, se soustraire de la question. Il n'a pas donné oui, il n'a pas donné non. Il n'a pas voulu se prononcer sur cette question. Mais après des recoupements auprès des proches, tout cela, je sais qu'il en était véritablement imprégné de cette situation. Donc, c'est un scoop. Cela permet aujourd'hui de comprendre aujourd'hui que le régime togolais, qui est totalement anéanti parce que depuis la mort de Sylvanus Olympio, l'assassinat de Sylvanus Olympio, depuis ce moment, on n'a jamais connu un régime légitime, a fait chantage avec les frontières du Togo pour essayer de continuer à maintenir le régime politique de Faure Gnassingbé, pour que les Gnassingbé continuent à régner et que les autres pays qui n'ont pas intérêt qu'on puisse engager des guerres de frontières qui peuvent venir des élus légitimes, que ces personnes n'arrivent jamais à changer les choses pour le Togo. Donc, voilà comment l'histoire du Togo est atalambitée. Le Togo est né amputé, divisé, avec une identité éclatée dès le départ. Le Togo est né amputé, divisé, avec une identité éclatée dès le départ. En 1960, on a connu l'indépendance avec Sylvanus Olympio, qui avait un projet panafricain, monnaie nationale, pour sortir du franc CFA, autonomie économique. Olympio refusait d'intégrer dans l'armée togolaise des ex-combattants togolais de l'armée coloniale française, dont Gnassingbé Adema et ses compagnons. Le 13 janvier 1963, il a été assassiné, tué comme par hasard devant l'ambassade américaine par des soldats démobilisés avec l'ombre des services étrangers, la CIA et la France. Et la conséquence, c'est que le premier coup d'État militaire d'Afrique indépendante a été orchestré au Togo le 13 janvier 1963, revendiqué par
Gnassingbé et Adema, le père de Fort Gnassingbé. Avec Olympio, donc, c'est le rêve d'un panafricanisme autonome qui s'effondre. Mais vous allez constater que dans la communication, sur le panafricanisme dans le monde entier, il y a beaucoup qui ne parlent pas de Sylvanus Olympio. Son nom est presque un peu, voilà, est caché. On parle de Nkrumah, on parle même de Kadhafi le plus récent, on parle de tout le monde, mais rares sont ceux qui, quand on veut citer les panafricanistes, les grands panafricanistes africains, on ne parle pas de Sylvanus Olympio. Tout simplement parce que, comme le disait notre ami Georges, il y avait ce conflit entre Nkrumah et Sylvanus Olympio. Et le conflit était lié à quoi? Au fait que, même si on a ce combat panafricaniste qu'on est en train de mener pour libérer l'Afrique, il y a ce combat un peu concentrique qui lie le Togo et le Ghana. Et que la libération totale du Togo, c'était presque une rivalité, une concurrence. Si le Togo de Sylvanus Olympio, qui était, quoi qu'on dise, un leader éclairé, qui arrivait à mettre le Togo sur le piédestal de la communauté internationale. Il a rencontré John Kennedy, il avait l'ambition déjà de créer une monnaie togolaise, et le Togo qui avait déjà beaucoup de richesses. Là, Nkrumah voyait déjà que si ils engagent la lutte ensemble et que le Togo prenait le dessus, le Togo deviendrait un leader, puisque le Togo avait été déjà déclaré en 1914 par l'Allemagne comme la Musterkolonie, la colonie modèle. Donc le Togo avait une avance sur beaucoup de pays de l'Afrique noire. Et Nkrumah voyait en cela une certaine rivalité qui pouvait anéantir l'évolution de son panafricanisme ghanéen. Et c'est ça qui est resté aujourd'hui. Une autre confidence, c'est à la mort de Edem Kodjo, quand Jerry John Rawlings, qui avait toujours des intentions de pouvoir réunir les peuples aimés du Sud sur la bande horizontale Togo, Bénin et puis et Ghana, c'est après qu'il soit venu aux obsèques de Edem Kodjo, qui a été le secrétaire général des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, des obsèques auxquelles Faure Gnassingbé, qui était le président de la République, n'était pas venu, alors que c'est l'un de ses pions. Il a été son premier ministre, il a été le premier ministre de son père, il est un leader influent. C'est après cette visite au Togo que Sylvanus Olympio et Jerry John Rawlings est mort. Et à ce jour, il y a des supputations, il y a des informations qui disent qu'il aurait été empoisonné. On ne sait pas ce qui l'a tué de façon aussi précoce. Et tout cela, ça permet de comprendre un peu la complexité du problème togolais. Aujourd'hui, le Togo britannique longe 33 000 km² du nord au sud. Et mon ami Georges, j'ai parlé tout de suite de certaines villes, Baokou, Garou, Nakpandouri, et ça c'est au nord. Et il y a Naleridou, il y a Gambaga, il y a Nkwanta. Et puis, au niveau de l'ancienne zone de la Volta, il y a Hohwe, que beaucoup connaissent, il y a Yassikan, et il y a Kétékrachi. Kétékrachi, vous vous rappelez, dans l'histoire du Togo, qui a connu une rivalité, une guerre atroce entre les populations et les colons à l'époque. Et au niveau du sud, dans la région de la Volta, proche du Togo actuel, nous avons Ho, qui est la capitale régionale, nous avons Pando, nous avons Keta et nous avons Alonga. Et vous voyez que toute cette superficie, si elle est rattachée au Togo, pourrait donner une occasion au Togo de pouvoir s'élargir. Mais la dictature du système Gnassingbé
ne le veut pas, ne le permet pas, tout simplement parce que elle va être fragilisée si elle revendique les frontières. Sur les questions des richesses, parce qu'il y a beaucoup qui parlent des richesses du Togo britannique. En fait, sur les richesses, le principal minerai qui se trouve dans le Togo britannique et qui est exploité artisanalement, qui de plus en plus est en train d'être tenté, d'être exploité par le Ghana de façon officielle, c'est de l'or. Il y a beaucoup d'or dans la zone britannique du Togo. Et si on prend ce territoire, c'est que on pourrait créer des conditions pour faire une exploitation industrielle de l'or dans cette zone. Et il y a une autre mine. Quand vous traversez la frontière du côté de Ségbé, directement, vous tombez à Tokon, et qui devait être Tokouin, parce que c'est un peu le même peuple, la même civilisation, la même culture. Vous avez de grands gisements de sel qui s'exploitent à ciel ouvert et de façon artisanale. C'est que il y a un fleuve qui est juste à côté là-bas, où vous allez voir des gens extraire du sel directement et les sécher afin de les mettre dans les sacs pour aller vendre. Ça veut dire que c'est du sel brut qui n'a pas besoin de transformation. Et ça, c'est l'un des minéraux que nous connaissons au niveau de la zone togo-britannique. À part le fait que la zone est très riche dans la culture du cacao, dans la culture du coton, du café, et puis dans les cultures vivrières et tout. Et comme située un peu à la frontière, cette zone est beaucoup plus stratégique pour les échanges commerciaux. Donc voilà un peu ce que ça dit. Je reviens sur la question de Georges qui parle du référendum et des tribunaux internationaux qui peuvent agir. Parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant, c'est que il dit que le jour où une légitimité va se dégager pour s'engager devant les Nations Unies, pour dire que voilà, nous voulons revendiquer la frontière togolaise qui est restée au Ghana, les Nations Unies ne feront pas de résistance pour remettre ce territoire au Togo. Tout simplement parce que le référendum qui avait été orchestré, organisé, a été cavalier dans la mesure où, quand on a demandé au peuple du Togo, est-ce que vous voulez être rattaché au Togo ou bien vous voulez être rattaché au Ghana, on n'a pas demandé l'avis du Ghana pour lui demander si vous voulez continuer à gérer ce territoire sous mandat ou bien vous le laissez au Togo. Donc, c'est un référendum qui a été biaisé à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes dans la légitimité, plus de 50 ans après ce référendum, de revendiquer ce territoire. Et il y a des institutions internationales, des cours internationales qui peuvent permettre de le revendiquer. Il y a la Cour internationale de justice qui est la référence principale pour les litiges territoriaux, terrestres et maritimes. Il y a les tribunaux arbitraux ad hoc qui sont souvent créés sur des questions stratégiques qui préfèrent faire de l'arbitrage. Je crois qu'il y a eu un arbitrage qui avait été mené entre le Ghana et la Côte d'Ivoire par rapport à ses frontières maritimes. Il y a aussi des tribunaux qui sont sollicités par les États. Et ces juridictions s'appuient sur le droit international que j'ai étudié. Et aussi le droit international coutumier, les traités, le principe et aussi l'héritage des frontières coloniales. Ce qui permet de se fonder sur la jurisprudence. C'est ce que Georges aussi a révélé parce que sa communication est très riche en histoire. Quand je l'ai écouté, j'ai compris que il maîtrise la situation, la géopolitique, la géographie et l'histoire des peuples. C'est parce que nous n'avons pas, le Togo n'a pas, non pas de légitimité pour engager une certaine guerre à
au Ghana ou à d'autres pays. Je vais faire cette parenthèse pour corroborer un peu mon argument. Il y a quelque chose qui n'a jamais été dit dans l'histoire politique ou géographique des frontières du Togo avec ses voisins. Est-ce que vous savez que il y a une bande dans la répartition du Togo entre le Ghana et la France et l'Angleterre, parce que vous savez, ce sont les puissances mondiales coloniales qui dirigeaient à l'époque, et c'est elles qui traçaient les frontières. Donc, entre-temps, le Togo devait être réparti entre la France et l'Angleterre, cette colonie qui appartenait à l'Allemagne. Mais à un moment donné, il a fallu Sylvanus Olympio pour s'interposer, pour dire non, je ne peux jamais accepter que le Togo soit pris en sandwich et partagé entre l'Angleterre et la France pour qu'une partie se retrouve au Bénin, une partie se retrouve au Ghana. N'eût été cette vigilance de Sylvanus Olympio, le Togo n'aura pas existé. Le territoire, la bande de 56 600 km² n'aura jamais existé. Une partie serait au Bénin, une partie serait au Ghana. On est des Béninois aujourd'hui. On serait peut-être des Béninois ou des Ghanéens. Ghanéens. Nous qui sommes de l'autre côté, peut-être proches du Bénin, et on serait des Béninois. Moi, je suis d'un village très stratégique du Togo. Je suis d'un village qui s'appelle Sagada. Sagada, allez chercher sur la carte, c'est un village historique qui a vécu pendant les périodes de Béhanzin et les périodes où il y avait des migrations au niveau des frontières en raison de la recherche de terre, en raison des guerres, en raison des poursuites des razzias et en raison des poursuites coloniales. Et Sagada, aujourd'hui, est dans le canton d'Asrama, dans la préfecture du Raro. Ce village, nous avons dans ce village des reliques et des archives allemandes. Il y a des sortes je ne sais pas si c'est des tombes, mais des édifices qui existent, qui sont tellement protégés avec du béton qu'on ne peut pas les casser, qui sont dans notre village. Et ce sont des monuments que les Allemands, des délégations allemandes viennent visiter tous les 2 ans. Ils arrivent, ils sont un peu rassurés de l'existence de ce qu'ils ont laissé, ils prennent des photos, ils font la fête avec les villageois, ils distribuent des biens et tout ça là, et ils repartent. Et c'est parti encore pour 2 ans. Ils viennent toujours dans mon village. À ce jour, on n'a jamais su ce qui est caché sous ces monuments qui sont dans le village. Parce que pendant la période allemande, quand il y avait des peuplements, il y avait des migrations, il avait créé une résistance au niveau du village de Sagada, où tous ceux qui voulaient conquérir, quand ils venaient, ils attendaient que Sagada là-bas c'est puissant. Quand vous allez là-bas, vous allez vous faire exterminer par plusieurs méthodes, peut-être par les vaillants combattants ou par le volet spirituel. Donc aujourd'hui, encore, il y a ces reliques allemandes qui sont là, que les Allemands viennent visiter tout le temps. Quand je le dis, c'est pour dire que les Allemands, que ce soit dans mon village à Sagada, que ce soit à Kamina, que ce soit peut-être dans d'autres villages, ou même au niveau du chemin de fer, les Allemands ont laissé des signatures. Et ils sont parfois nostalgiques de ce qu'ils ont laissé, qui peuvent peut-être leur revenir et permettre le développement du Togo. Je ne fais pas l'apologie de l'Allemagne, mais je fais l'apologie du fait que Sylvanus Olympio a réussi, à un moment donné, à pouvoir insister, à dire que ce n'est pas possible, de son vivant, que le Togo soit charcuté et puisse être partagé entre le Bénin et le Ghana. C'est là où nous en sommes.
Maintenant, revenons à cette bande. Cela n'a jamais été écrit nulle part. Quand vous allez sur Internet, on vous dira qu'il n'y a aucun territoire du Togo dans aucun pays. Mais moi, je vous confirme que il y a une bande qui est liée au Togo et au Bénin, qui appartient également au Togo, comme le Togo britannique. Parce que quand le Ghana a réussi à prendre le Togo britannique, qui est une portion de 33 000 km², le Bénin, la France dit que ben, moi, je ne peux pas me laisser faire. Hein. Je ne peux pas laisser tout le Togo comme ça, et voilà, voilà, au Ghana. Donc lui aussi, il a réussi à prendre une petite portion qui doit être autour de 16 000 km². Et c'est cette portion qui s'allonge de Hilakoni jusqu'à Grand Popo. C'est pourquoi vous allez constater, autant dans la zone britannique du Ghana, que le Bénin ne se gêne pas pour développer cette zone. Et tous ceux qui se reconnaissent comme habitants, citoyens de cette zone, se revendiquent un peu togolais. Vous allez vous poser la question, pourquoi le corps du Sylvanus Olympio continue de rester sur le territoire à Agouega sans que on ait l'occasion de dire, ou bien à un moment donné, le Bénin dise, attention, il faut rapatrier le corps de votre président parce que il est togolais. Non, c'est parce que dans l'entendement de l'histoire politique du Bénin, Sylvanus Olympio repose sur sa propre terre, sur le Togo, une terre togolaise. Donc on n'a pas besoin de déplacer quelqu'un qui est déjà sur cette terre. Et au niveau des deux pays, le Bénin et le Ghana, on a toujours l'intention que tôt ou tard, il y aura une légitimité togolaise qui va revendiquer les territoires au Bénin et les territoires au Ghana. Il y a toujours cette crainte, il y a toujours cette peur, il y a toujours cette obsession. C'est pourquoi les deux États, que ce soit le Bénin et le Ghana, ne s'aventurent pas sur cette piste à engager de grands travaux au niveau de ces territoires qui sont liés au Bénin et au Ghana. Vous allez également comprendre, ça c'est très très subtil en politique, quand Patrice Talon a engagé Romuald Wadani comme le prochain président, mais quand lui a commencé par intervenir, mais il a tendance à revendiquer une certaine paternité proche du Togo et a même fait des comparaisons où j'ai lu sur certains réseaux sociaux, dans certains journaux du Bénin, pour dire que le Togo est en train de faire la cour à Wadani. Si le Bénin laisse tomber, ben le Togo va prendre. Ça, ce sont des subtilités vraiment socio-politiques et géopolitiques qui sont difficiles à cerner si on n'a pas la maîtrise de l'histoire du Togo. Donc, voilà un peu les réalités. C'est pourquoi vous allez constater que quand il y a une crise intense au niveau du Togo, il y a les autorités togolaises appellent rapidement le Ghana pour venir au secours en négociant avec la Côte d'Ivoire et parfois même le Bénin pour venir au secours. Vous allez comprendre également les raisons pour lesquelles, malgré la fronde organisée contre Faure Gnassingbé, des anciens dirigeants du Bénin, comme Nicéphore Soglo, se déplacent jusque pour venir voilà, devant le caveau de Gnassingbé et Adema, contester du dictateur pour lui faire allégeance. Tout simplement parce que il y a un deal secret qui devait être dénoué, et ça, c'est sur le plan international. Donc voilà un peu comment se présente la situation du Togo et qui permettent de voir pourquoi tous les pays abandonnent le Togo. Parce que quand on fait la lutte, j'ai eu l'occasion de suivre un peu la lutte avec le M66 et avec beaucoup d'autres acteurs. Il faut se poser
poser la question. Pourquoi les voisins et la communauté internationale laissent faire depuis plusieurs années, depuis 60 ans? Pourquoi on laisse faire? Il y a des changements dans les pays. Yahya Jammeh a tenté de résister, mais on l'a dégagé par une force internationale, une force interposée, composée du Mali et de la CEDEAO, de l'ONU à la limite, qui était intervenue pour dégager Yahya Jammeh. Mais il y a eu des coups d'État. Mais au Togo, il y a toujours eu des tentatives de coups d'État qui n'ont jamais marché. Et il y a toujours eu des influences étrangères qui n'ont pas réussi à faire arrêter la dictature. Et pourquoi? Parce que il y a une certaine complicité sournoise qui est en train de se dégager. Pourquoi les voisins? Bénin et Ghana, par exemple. Sur le plan économique, vous avez le port de Cotonou, le port de Tema, qui sont des concurrents du Togo. Hein. Et vous voyez, quand aujourd'hui le Togo sera un pays florissant, un pays qui développe un peu ses potentialités, qui gère bien ses ressources, qui est dans la bonne gouvernance, mais avec le port en eau profonde et une bonne gestion, les ports du Bénin et de Cotonou et de Tema vont recevoir un coup. Au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils sont dans la doctrine de la stabilité. Parce que pour eux, le Togo a toujours vanté une certaine stabilité. Et quoi qu'on dise, le Togo est l'un des pays où, à part les persécutions citoyennes au niveau des populations, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, il n'y a pas une situation de sécurité qui soit vraiment notable dans le pays, où il n'y a jamais eu d'attentat au cœur de la capitale. Et à Abidjan, il y en a eu, à Ouagadougou, il y en a eu, à Bamako, il y en a eu, et partout à Cotonou même, au niveau du centre de tourisme là, au nord, il y en a eu. Mais il n'y en a jamais eu au Togo. On a toujours revendiqué une certaine stabilité qui fait que quand vous venez, vous êtes dans les hôtels, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de vol et tout ça. Et la CEDEAO et l'Union africaine avalent cette pilule du gouvernement togolais qui continue de vanter une certaine stabilité. Ça, c'est au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine. Au niveau des partenaires étrangers, les partenaires étrangers, moi, j'ai eu l'occasion, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, j'ai échangé avec des députés de l'Union européenne. J'ai échangé avec des stratèges, des lobbyistes en Suisse, en Belgique, en France. Mais qu'est-ce qui se dit? Mais il faut préférer le statu quo, prévisible à un changement risqué. Mais si on ne sait pas que le changement qui va s'orchestrer, va déstabiliser des intérêts de part et d'autre, il vaut mieux maintenir le statu quo. Et si le gouvernement togolais, Faure Gnassingbé, donne la garantie que à travers les brimades, à travers tout ce que je fais, je vais maîtriser mon peuple, on le dit, allez, vas-y, essaie, on va voir. Parce que pour eux, il y a pire ailleurs. Pour la communauté internationale, ce qui se passe au Togo n'est peut-être qu'une goutte d'eau dans la mer de ce qui se passe ailleurs. Il y a plus de 500 000 morts à Gaza aujourd'hui. En Ukraine, on n'en parle pas, on ne donne pas les chiffres, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont tombées dans la guerre d'Ukraine. En République démocratique du Congo, il y a plus de 10 millions de personnes avec des exilés. Au Soudan du Sud, au Soudan du Nord, il y a des millions de personnes. En Érythrée. Donc, les foyers de tension sont tellement sensibles que la communauté internationale ne veut pas ouvrir un autre foyer de tension qui va constituer le Togo. Donc, si le gouvernement togolais, à travers Faure Gnassingbé, dit que nous avons la garantie, je vous donne la garantie que nous allons maîtriser le peuple et qu'il y aura toujours la stabilité au Togo, on dit, vas-y. Ça, c'est la géopolitique et les jeux d'intérêt au niveau des lobbies à travers le monde. Et je vais réaffirmer pour dire qu'aucun pays ne fonctionne sur les sentiments.
Il y a les organisations internationales dans lesquelles j'ai milité, avec lesquelles je continue de militer, Amnesty International, et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et Human Rights Watch. Mais ce sont des activistes, ce sont les contre-pouvoirs. Mais ce qui se passe au niveau des propres pouvoirs, c'est dramatique. Ils n'ont pas de sentiments. Quand on dit il y a 7 personnes qui sont mortes, des gens sont jetés dans la lagune, pour eux, ça ne vaut pas, je sais pas, un bébé israélien qui a été tué ou qui a été blessé. C'est comme ça, malheureusement, la géopolitique internationale. Donc, il faudrait voir un peu dans la balance, au niveau de la lutte pour la libération du Togo aujourd'hui, qui sont ceux qui ont intérêt à être avec le pouvoir togolais et continuer de le soutenir. Et qui sont ceux qui sont des opposants. Dans cette même optique, je pourrais développer l'aspect des soutiens. Il y a les réseaux économiques internes, les alliés pragmatiques. La Chine, quoi qu'on dise, ne va pas voler au secours d'une population qui est en train de revendiquer ses droits face à un régime militaire où la Chine aussi utilise des méthodes brutales pour faire répression, pour réprimer ces populations. La situation d'Internet en Chine, c'est chaotique. Il y a des réseaux sociaux qu'on ne peut pas suivre en Chine. Et il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y a des phrases, il y a des publications qu'on ne peut pas faire. Donc la Chine est une dictature. Autant comprendre, le régime communiste a été toujours un régime de dictature. Donc, si le pouvoir RPT unir est allé faire école, apprentissage auprès... Est-ce que tu peux fermer ta caméra, s'il te plaît? Tonton La Joie, est-ce que tu peux fermer? Oui. Ça fait que la Chine ne peut pas aujourd'hui venir pour servir les intérêts des populations en lutte. D'autres aspects, revenons par exemple aux opposants. Nous avons la société civile qui est laminée sur le terrain, on ne l'écoute plus et on a créé des lois bizarres pour anéantir le fonctionnement de la société civile au Togo, où aucune organisation crédible aujourd'hui ne peut se lâcher et s'engager dans une lutte avérée contre le système, le régime de Faure Gnassingbé. Il y a les ONG et les droits humains qui sont laminés également. Bon, aujourd'hui, c'est pourquoi il faut saluer les actions des mouvements de la diaspora autour de M66. C'est eux qui continuent maintenant, c'est eux, ces mouvements, qui continuent maintenant de maintenir le flambeau de la lutte. Si, Tonton La Joie, est-ce que tu peux te mettre sur mute? Tonton La Joie, est-ce que tu peux te mettre sur mute? Tu es en train de perturber le live. Merci. ok, merci. Si aujourd'hui, on arrive à anéantir, à neutraliser la mobilisation qui se fait avec la diaspora autour de M66, sachez qu'il n'y a plus d'autres solutions pour le Togo. Bon, je le dis, il n'y a plus d'autres solutions parce qu'il n'y a rien d'envisageable sur le terrain. Où on commence déjà par interdire même les likes et les partages sur les réseaux sociaux. C'est que nous sommes en train de basculer dans une dictature incroyable. Vous savez, ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, c'est que il a flirté avec Paul Kagame, le président rwandais. Paul Kagame, tout le monde dit que, bon voilà, le Rwanda est le pays modèle, il y a la bonne gouvernance, il y a l'économie, il y a le développement, il y a l'économie verte, il y a tout. Faure, qui a flirté avec Paul Kagame, veut tout simplement copier le système du Rwanda, alors que ce sont deux réalités qui sont diamétralement opposées. Faure ne peut pas dire aujourd'hui que, voilà, moi je peux être à la hauteur de Paul Kagame, alors que lui, la différence c'est qu'il ne développe pas le pays. Paul Kagame met son énergie de la dictature, de la répression de son opposition au service du développement, où il a changé le système économique, le système de gouvernance, le développement qui suit les infrastructures et tout,
ou le Rwanda, Kigali est presque un paradis. Mais la différence, c'est que on ne peut pas critiquer Kagame sur les réalisations, sur la gouvernance. On peut le critiquer sur la violation des droits de l'homme et puis le financement des rebelles et des groupes voilà, armés dans les autres pays comme le Congo, la RDC. Mais on ne peut pas le critiquer sur la question du développement de son pays. Mais aujourd'hui, Faure, lui, autant on le critique pour la longévité au pouvoir de père en fils, c'est 38 ans, autant on peut le critiquer sur la question de sa gouvernance, l'économie est totalement fragilisée, autant on peut le critiquer également sur le développement du pays, les infrastructures, parce que c'est inconcevable qu'après 20 ans, qu'on n'ait rien qui puisse être vanté, à part les chiffres astronomiques que malheureusement Robert Doucet va donner devant la tribune de façon très honteuse, dégueulasse, devant les Nations Unies, devant le monde entier. Donc, la situation est telle. Et lui, il veut martyriser sa population alors qu'il ne développe pas le pays. Et c'est là où il a fauté, et c'est ce qui va obliger peut-être les observateurs, tous ceux qui peuvent revendiquer, tous ceux qui peuvent défendre la légitimité du Togo, c'est ceux qui peuvent leur donner raison. Et c'est ce qui donne raison aux partis politiques qui continuent de faire la lutte, c'est ce qui donne raison au M66, c'est ce qui donne raison à la diaspora. Parce que, quel que soit ce que le pouvoir togolais va dire, va exposer, va exploiter, va défendre, la réalité est là. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Nous sommes dans un monde de réseaux sociaux. Donc, il suffit, quand on dit que, bon, voilà, le président Faure, après 20 ans, a développé le pays, il suffit d'aller taper sur Google, d'aller taper sur ChatGPT pour voir qu'est-ce que le Togo a réalisé depuis 20 ans. Mais vous verrez, il n'y a rien. Zéro. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'argument à faire valoir. Voilà. Maintenant, nous sommes face à la réalité. La réalité géopolitique du Togo, où il y a des forces internationales et des lobbies qui préfèrent le statu quo au Togo plutôt qu'une situation trouble qui affecte les voisins dans leur économie et tout. Et il y a également la faiblesse de la société civile qui est persécutée, où aucune organisation ne peut voilà, sortir un communiqué, faire des manifestations, défendre une cause sans être attaqué. Donc face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai éjecté de pareilles d'autres des propositions qui peut-être sont mises en œuvre par une partie de l'opinion et une partie des mouvements en lutte contre la dictature. Il y a, pour commencer, la diplomatie. Il faut faire de la diplomatie envers les pays qui sont les voisins immédiats. Convaincre le Ghana et le Bénin qu'une transition encadrée va plutôt être une meilleure stabilité économique pour les pays. Et au-delà de ce qui se passe au niveau des frontières, le Togo est l'un des seuls pays à avoir sa frontière ouverte sur la capitale, ouverte sur un autre pays. C'est le seul pays au monde où Lomé, qui est la capitale du Togo, soit ouverte directement sur une frontière. Cela a des conséquences. Conséquences positives, les échanges commerciaux, tout cela sont faciles, mais conséquences négatives, le pays n'est pas en sécurité. Parce que non seulement c'est une frontière qui est ouverte sur la capitale, mais c'est une frontière maritime. Et l'insécurité peut venir autant de la zone maritime que de l'autre frontière. La preuve, toutes les attaques qui sont venues au Togo sont venues du pays d'où la frontière qui lie la frontière du Togo, le Ghana. Donc, de façon sécuritaire. C'est pourquoi vous allez comprendre que les Allemands, quand ils ont pris le Togo, ils n'avaient pas placé la capitale au niveau de Lomé. Vous allez comprendre que la capitale du Togo a été déplacée par 2 fois. Je crois que il y a eu Anero et puis il y a eu Baguida avant que
la capitale ne soit remise au Togo. Donc, il faut trouver les moyens pour voir dans quelle mesure, avec les nouveaux stratagèmes de développement, comment il faut déplacer la frontière togolaise. Ça va faire l'objet d'un grand projet politique qui sera incarné par quelqu'un qui a la main libre sur le développement du Togo, qui connaît les agrégats du développement du Togo. Et ça, ce n'est pas fort d'enseigner parce que tout le monde a constaté qu'il a échoué, qu'il n'a pas été capable de changer le Togo, d'amorcer un développement du Togo depuis 20 ans. Donc, il n'est pas éligible pour pouvoir s'engager. Au niveau de l'économie, ça, j'ai parlé de la diplomatie. Donc, il faut convaincre le Ghana et le Bénin pour leur dire que quand le Togo aura une émergence économique, ça va refléter sur les autres pays. C'est comme ici en Europe, les pays qui sont à côté des pays très riches bénéficient. Et vous allez voir, par exemple, au Luxembourg, les pays frontaliers, puisque le Luxembourg est enclavé entre la France, et l'Allemagne et la Belgique, il y a des fonctionnaires au nom de le niveau de vie et de niveau de salaire au Luxembourg, quittent les frontières de la Belgique, de l'Allemagne et de la France pour venir travailler au Luxembourg et repartir le soir. Et ils sont logés dans les autres pays, mais ils ont une certaine facilité à venir travailler. C'est de la même chose pour la Suisse ou la France et d'autres pays qui entourent l'Allemagne ont des frontaliers qui quittent pour venir travailler. C'est comme si aujourd'hui, si le Togo devient un pays très développé, très riche, parce que nous avons les richesses, nous avons plus de richesses que le Bénin, nous avons plus de richesses que le Ghana, vous allez voir que des gens vont quitter les frontières béninoises, les frontières ghanéennes, les frontières burkinabées, pour venir travailler au Togo et repartir. Donc ça va essayer un peu d'amortir le choc de chômage qui affecte ces pays. Donc ils ont intérêt à ce que le Togo se développe et qu'un régime responsable, réfléchi, pragmatique, qui a une notion de transformation, la praxis en philosophie, la volonté du changement, qu'un système comme ça puisse venir pour changer les choses et permettre au Togo de se développer. Et il y a aussi la société civile où il faut créer des coalitions transfrontalières. Vous savez, la cohésion entre les évêques du sud, du Ghana, du Togo et du Bénin n'est pas formelle. La cohésion entre les Adjas du Togo et du Bénin n'est pas formelle. Les transactions ou les échanges estudiantins entre le Bénin, le Ghana et le Togo ne sont pas formels. Donc il faudrait, pour ceux qui s'engagent dans des luttes pour la transformation, pour l'évolution ou le changement au Togo, puissent relancer les mouvements hébéphiles, adjaphiles, ou même au niveau du nord, où la frontière est aussi charcutée, au niveau de Mango, les Tchakossi, et à Dapon, au niveau des Bassam, tous les pays, et Camboli, tous les pays qui sont liés de part et d'autre de la frontière, qu'on crée des mouvements qui rassemblent les peuples en fonction de leur culture et de leur langue. À Ketao, le marché de Ketao est animé pour la plupart du temps par des Béninois. Le marché de Ketao est animé. Il y a des gens qui quittent le Bénin pour venir au marché de Ketao. À Cambolé, les gens de Cambolé qui sont un peu presque des Béninois. Je ne vais pas parler de Tou qui fait frontière avec Azové, qui est carrément dans le Bénin, et où toutes les populations de Tado, de Peklemé, de Toum, vont au marché d'Azové. Et vice-versa. Avant, il y avait le marché de Tététou, qui était un marché célèbre, aujourd'hui qui a... Donc, voilà un peu comment
il faut pouvoir continuer à militer pour transformer les choses. Au niveau de la diaspora, il faut faire des plaidoyers ciblés auprès des instances. Les plaidoyers sont insuffisants. Quand le président Madi Bio de, je crois, de Sierra Leone, quand il a pris la présidence de la CEDEAO, il a dit qu'il va travailler pour que l'alternance soit restaurée au niveau des États. Mais à ce jour, je n'ai jamais vu une seule organisation former une délégation pour aller voir ce président, pour lui dire que, bon, voilà, vous êtes le président en exercice de la CEDEAO et que nous vous remettons le mémorandum du Togo et qu'il faut essayer de voir un peu dans l'histoire du Togo pourquoi il y a la dictature, il n'y a pas d'alternance, on a voté une 5e république, et on terrorise la population, on martyrise la population et rien ne se fait. Mais les gens ont besoin d'avoir une information, les gens ont besoin d'avoir un document pour pouvoir s'engager, pour pouvoir agir. J'ai posé cette question dans un séminaire de la géopolitique. J'ai demandé, mais pourquoi, ça va dans une échelle beaucoup plus évoluée, pourquoi la Cour pénale internationale ne traque que les dirigeants africains et non les autres dirigeants du monde? Et actuellement, Benjamin Netanyahu est en train de faire du génocide avéré. Il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre Poutine et les autres. Quand je parle de façon vraiment pédagogique et en matière du droit international, des droits humains. Je ne fais pas de la passion et d'engagement politique. Non, je suis en train de donner des informations clés qui vont dans la géopolitique et dans l'analyse géopolitique de la situation du Togo. Mais ce tropisme, on m'a expliqué que le tropisme sur l'Afrique n'est pas lié à la Cour pénale internationale, mais tout simplement parce que les États africains, les ONG, les organisations internationales ne produisent pas des éléments suffisants à la Cour pénale internationale pour venir agir. Tout simplement, on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait à travers des communiqués, des institutions internationales, Amnesty International et tout, mais il n'y a pas des gens qui saisissent directement. Sur le cas du Togo, il faut saisir la Cour pénale internationale avec des preuves, avec des informations concrètes et inviter le procureur de la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur le Togo, sur les morts de 2005, sur les morts de 2025. Il faut motiver cela. Mais cela ne se fait pas. Mais l'autosaisine, c'est vrai que ça existe en droit, mais ça n'est pas automatique en raison des influences géopolitiques et des jeux d'intérêt qui existent entre les pays. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le gouvernement togolais, le régime togolais fait partout pour ripolliner son image. Hein. Et vous ne savez pas ce qu'on dit de ceux qui critiquent le pouvoir. Et les interlocuteurs, les États, les organisations internationales n'ont pas cette facilité de venir vérifier, de venir voir. Parce que il ne peut pas venir taper sur Internet pour voir que ceci se passe au Togo avec des preuves et tout ça là, alors que le régime est en train de saboter les informations qui sont diffusées à travers les réseaux sociaux en disant que c'est de l'intelligence artificielle. Là, c'est difficile. Il faut constituer un groupe solide pour interpeller la communauté internationale, pour travailler sur la CPI, pour travailler sur les questions des frontières, Togo-Britannique, la Cour internationale de justice. Il faut un groupe organisé pour le faire. Mais cela ne se fait pas. C'est pourquoi le pouvoir togolais a toujours le vent en poupe et continue de martyriser et de terroriser la population togolaise. Voilà un peu comment les choses se passent. Maintenant, au niveau de la diaspora qui est issue de plusieurs localités du Togo et qui est dispersée à travers le monde, a aussi une ultime occasion de faire des plaidoyers directs, organisés au niveau de l'Union européenne, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'ONU. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Parce que j'ai eu à rencontrer un de mes amis députés européens ici,
Et il m'a dit qu'il y a une délégation togolaise qui a tenté de le rencontrer à Bruxelles pour essayer de porter la situation du Togo. Je sais que beaucoup de choses se font. Mais quand c'est dispersé, quand chacun va dans sa ligne et dit les choses, on n'a pas l'occasion de prendre les choses et sérieux. Surtout que nous avons un pouvoir qui ment, qui raconte, qui dénigre, qui vilipende, qui détruit son opposition. C'est ça le problème au Togo. Donc il faudrait une diaspora forte, incarnée par une personnalité, je ne veux pas dire crédible, mais influente. Quand cette personnalité parle, on a l'impression que voilà, il y a une personnalité légendaire qui parle. En Guinée, partout, quand les médias entendent Cellou Dalein Diallo intervenir sur la situation de la Guinée, on prend ça très au sérieux. Parce que c'est un leader charismatique qui a influencé la politique de la Guinée pendant plusieurs années. En Côte d'Ivoire, mais quand Gbagbo parle, tout le monde est là. Quand Tidjane Thiam parle, il y a des gens qui sont mobilisés, qui l'écoutent. Et encore d'autres, quand Guillaume Soro parle, on sait que c'est des gens qui connaissent la politique, qui sont influents dans la politique ivoirienne, et cela fait écho. Mais au Togo, dites-moi, qui peut se revendiquer de dire aujourd'hui que je vais parler du Togo et je vais me influencer l'opinion internationale? Je crains de dire qu'il n'y en a pas. Je crains de dire qu'il n'y en a pas. Je me rappelle à l'époque, dans les années 2015, 2014, 2015, je me disais que si l'opposition togolaise, notamment et avec Jean-Pierre Fabre et les autres, ils n'ont pas l'occasion d'avoir les réseaux auxquels moi j'ai facilement accès en France, ça veut dire que c'est un problème. Des réseaux où à l'époque c'est la France qui décidait et où c'est l'Élysée, le Quai d'Orsay qui avaient des personnalités clés qui décidaient des questions de l'Afrique et qui ont besoin des informations du Togo pour les contrarier. Mais il n'y en avait pas. J'en étais surpris. J'étais surpris en 2017 et 2018 qu'il y avait la coalition, la C14, qui avait déjà à l'époque une certaine influence sur la politique togolaise, qui avait le vent en poupe, mais qui se retrouve à Paris, qui ne savait pas qui rencontrer. Qui ne savait pas qui rencontrer pour essayer de porter le message. Là, c'est un problème. Donc, pour moi, il faudrait redynamiser la lutte. Il faudrait essayer d'équilibrer les forces. C'est vrai que nous sommes sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, et on n'a pas l'occasion d'aller plus loin que la pédagogie officielle, légale et formelle. Mais une opposition, une vraie opposition, a les moyens de coercition pour mettre le pouvoir en difficulté. Une diaspora qui a les moyens. Imaginez chaque membre de la diaspora, nous sommes 2 millions de personnes dans la diaspora. Si chacun donne 1 euro, 1 dollar, ça fait 2 millions de dollars. Ça fait 3 millions de dollars ou d'euros. Cela fait environ 1,5 milliard, 2 milliards. Mais cela peut jouer un rôle important dans l'équilibre des forces au niveau du Togo. Mais malheureusement, quand on lance, il y a toujours des réticences, il y a toujours du bavardage. On parle beaucoup plus au niveau du Togo plutôt qu'on le fasse. Le Togo ne changera pas par la force, mais par les vérités de la géopolitique qui est bien comprise par la pression intelligente. Il faut mettre la pression intelligente. Et c'est cette pression intelligente qui pousse à bout et qui permet à certaines personnes de dire que aujourd'hui, on en a assez. Quand on pousse à bout l'armée togolaise, elle va prendre ses responsabilités. Quand on pousse à bout les armées des autres frontières, on va dire que on en a assez d'un pays qui est entre nous, mais qui fait mauvaise presse et qui fait que nous sommes devenus un peu la risée de la sous-région. Là, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et si on comprend bien, je m'en vais conclure, c'est que l'histoire des conflits, on comprend pourquoi le Togo est dans cette situation.
on comprend aussi qu'aucun régime ne dure éternellement si les citoyens, les voisins et la communauté internationale alignent leurs intérêts. Il faudrait qu'on sache, pour conclure, qui sont ceux qui continuent de soutenir le régime togolais et pourquoi. Voir avec ces personnes-là pour leur dire que non, vous n'avez pas raison, nous avons mieux à vous proposer que d'être avec le régime togolais dont les opportunités sont fermées. Au niveau de la Goa, au niveau de l'ambassade des États-Unis, au niveau de beaucoup de pays. Mais ce qui se dit, vous voyez de façon visible, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent au niveau des investisseurs. Ils ne viennent pas. Le Togo ne se développe pas. Mais comment il faut essayer de circoncire, de rassembler ses forces pour voir avec ceux qui continuent de soutenir le Togo, leur donner un nouveau narratif, un nouveau langage, pour leur dire que, en fait, vous n'avez pas raison, parce que vous êtes en train de prêcher dans le désert, parce que ce régime n'a plus rien à donner. Ce régime va partir tôt ou tard, peut-être par force ou bien par usure. Ça, c'est sûr. Mais également, il faut voir ceux qui sont les restes de personnes, parce que dans le monde entier, il y a des gens qui n'en veulent pas aussi au régime togolais. Mais il faut aller voir avec ces personnes-là pour les motiver à confirmer, à conforter leur opposition, leur, je sais pas, opposition au régime togolais, à reconforter pour qu'ils puissent dire que ben, ça suffit. On ne peut pas continuer à martyriser 8 millions, 9 millions de personnes pendant tout le temps et pendant 60 ans, tout le temps et pendant 60 ans. Également aller vers toutes ces personnes-là pour éviter que vraiment le Togo va bien, le Togo va ceci, le Togo va ceci. La réalité est là. Et je m'en vais terminer aussi dans la logique pour dire que mais c'est plutôt un retour effet boomerang que cette sortie du procureur de la République va faire sur le Togo. Parce que quand on interdit, c'est dans l'interdiction que tout le monde brave, que tout le monde essaie de brandir, de résister à l'interdiction pour voir ce que la personne pourra faire. Et le fait de dire que quand tu likes, quand tu fais ceci, que toi, on va t'arrêter, on risque de mettre des millions de Togolais en prison, ce qui n'est pas possible. Ce procureur, moi, je l'ai connu, il a fait des pieds et des mains pour me mettre en prison. Quand j'étais dans des affaires de plainte au tribunal, à l'époque, il était procureur au niveau du juge. Quand j'étais au tribunal, j'étais devant à l'audience, et il était là, Donazo, pour dire que, ben, pourquoi il posait des questions, et il condamnait. Il m'a déjà condamné à 3 milliards de francs CFA, à payer à Julie Béguédou dans l'histoire de riz contaminé. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. 3 milliards de francs CFA. Dans l'histoire du riz, Julie Béguédou. Et c'est lui, aujourd'hui, il est devenu procureur. Aujourd'hui, j'ai eu la chance parce que quand j'ai quitté le Togo, automatiquement, quand j'ai bénéficié d'une liberté provisoire, quand mes téléphones étaient confisqués, mais dans la semaine, il y avait eu au moins 5 plaintes. Ils sont allés fouiller dans les archives pour voir les anciennes plaintes qui étaient contre moi, notamment la plainte de Faure Gnassingbé contre moi en 2010, la plainte de Julie Béguédou contre moi en 2011, la plainte d'Ayassor contre moi en 2014, et tout. Ils ont révélé, et j'avais au moins 4 convocations. Et c'est le malheureux maître Afan Bédi qui était mon avocat à l'époque, et je comprenais comment il faisait ce petit jeu. Quand je lui disais, ben, je fais ceci, je voyais comment il réagissait. Je ne savais pas qu'il était déjà dans la nasse. Et aujourd'hui, il a révélé son vrai visage. C'est un avocat de talent, mais malheureusement, il a sombré, comme d'autres personnes qui ont du talent autour de Faure Gnassingbé, a sombré leur intelligence, leur réalité, leurs compétences sous la dictature. Quand on est avec quelqu'un qui n'est pas compétent, qui ne peut rien faire, qui ne peut pas développer un pays pendant 20 ans, qui ne peut pas construire une seule université et qui n'a pas de rapport, qui n'a pas de résultats à donner et qui est obligé de mentir aux yeux du monde sur des chiffres astronomiques que tout le monde sait, alors qu'on peut consulter facilement, qu'on peut vérifier. Là, ça veut dire que on dit souvent que quand on n'a plus de dignité,
on dit la vie est un opprobre et la mort un devoir. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Et le régime est en train de basculer vers sa mort, vers sa fin. Donc voilà un peu sur les frontières, sur la géopolitique historique, sur la géopolitique internationale, sur les influences, sur les stratégies, sur les propositions de lutte pour sortir le Togo. Voilà ma contribution et je continue de réfléchir tout le temps pour apporter ma contribution à faire. Donner des cœurs, c'est absolument formidable. On vient de suivre un cours magistral de géopolitique du grand Carlos, qui reste le grand Carlos en tout cas. C'est magistral et bravo, bravo, bravo Carlos. On a le sentiment d'avoir, en tout cas, on était dans un amphithéâtre et on a suivi un vrai cours de géopolitique, mais de façon vraiment spécifique sur le Togo, qui nous ouvre l'esprit à penser d'autres choses, parce que en tant que journaliste, vous étiez de l'autre côté du micro, en train de faire des recherches, vous interviewez des gens, mais aujourd'hui, c'est le point de vue d'un journaliste qui a vécu les faits et qui a beaucoup travaillé avec tous les sphères de la politique togolaise, qui est à l'extérieur, qui continue et qui peut vraiment nous donner l'heure juste de tout ce qu'il voit de l'intérieur dans ses recherches. En tout cas, merci beaucoup, Carlos. Alors, je voudrais revenir sur deux choses essentiellement. Du côté du Bénin, c'est la première fois que moi je l'apprends, je l'avoue. Donc, il y a 13 000 kilomètres que les Français ont attachés au Bénin actuel. Oui, l'histoire, moi je l'ai retenu de certaines personnes qui, vous savez, je vous ai dit que je suis de Sagada. Sagada, c'est dans la préfecture de Raro à Asrama. C'est un bastion de la communauté Adjaévé, ceux qui se sont exilés de Tado, d'abord du Bénin pour arriver à Tado avant d'arriver à Sagada. Donc j'ai des références historiques et j'ai essayé également d'en parler avec certaines personnalités influentes historiques du Bénin qui ont confirmé et qui pensent que c'est une situation qui risque de créer en fait des conflits où il n'y en a pas. Donc je confirme. Par rapport aux informations que je détiens aujourd'hui, il y a environ 16 000 km² de terre appartenant au Togo qui est resté du côté du Bénin, de Hilakondi jusqu'à Grand Popo. C'est pourquoi autant les 33 000 km² qui appartiennent au Togo, mais qui sont basculés du côté du Ghana, ne sont pas développés, autant vous allez constater que la zone jusqu'à Grand Popo n'est pas développée. Le président Talon, il a fait des prouesses, il a tracé des voies extraordinaires jusqu'à, comment on appelle, il y a une ville qu'on traverse après, avant d'arriver à Cotonou, là, qui est à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, Ouida, voilà, qui a développé, transformé Ouida avec un tracé sur sur le long de la mer, jusque là, mais il n'est pas allé jusqu'au bout parce que on continue de penser que ce territoire appartient au Togo. On n'a pas de raison de vouloir évoquer cela, développer pour un jour, quand le Togo aura un régime légitime, de pouvoir le revendiquer. Quant au Ghana, c'est ce chantage. Je ne sais pas quelle promesse ou bien ce pacte que les Nyassimé ont signé avec les deux pays pour les terres et pour en faire des alliés naturels de renforcement de la dictature qu'ils mènent. C'est pourquoi ils se permettent tout. Ils se permettent tout. Sinon, dans aucun pays, il y a la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de faire ce que le régime togolais est en train de faire vis-à-vis des voisins. Il y a des gens qui vont interpeller. Il y a le Libéria qui va dire que en tout cas ça suffit et tout ça. Mais le Togo se le permet parce que il y a des pactes historiques, traditionnels, historiques qui sont là, qui constituent des objets de chantage du régime togolais. Si vous nous attaquez et si le pays part,
et ceux qui vont prendre le pouvoir vont revendiquer ce territoire, vont revendiquer ces biens, et ils ne vont plus permettre que votre développement et votre territoire puissent être complet. Donc voilà un peu sur la situation du Bénin. 16 000 km². Ben, j'exhorte les gens à aller faire des recherches vraiment très poussées pour comprendre cela. Vous ne verrez pas ça dans les nouveaux systèmes de communication sur ChatGPT. Vous ne verrez pas ça parce que il n'a pas été encore entraîné à développer ces informations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Carlos. Je note aussi que nous devons faire preuve, faire encore plus de lobbyisme, de proactivité. Et là aussi, que ce soit la classe politique, que ce soit la diaspora, on n'est pas encore à la hauteur de ce que nous devons. Et le cas le plus présent, le cas le plus actuel, c'est la déclaration, tu as raison là-dessus, c'est la déclaration de Doucet à l'ONU. Tout le mensonge de Doucet à l'ONU, les Togolais protestent, je vois des choses circuler dans les réseaux sociaux, mais jusqu'à présent, et c'est peut-être à la suite de ce que tu as développé que je vais faire cette proposition, que les Togolais, la société civile, la diaspora, les organisations, l'ensemble des organisations de la société civile travaillent sur un document, un mémorandum à adresser au secrétaire général de l'ONU. Pour le dire, ce que Doucet est venu déclarer, c'est du mensonge. Et voilà pourquoi nous pensons que c'est du mensonge. Parce qu'on ne peut pas aller mentir au nom du Togo, puis les Togolais sont là, ils ne réagissent pas. Ceux-là vont penser que c'est la réalité. Donc, c'est quoi notre réponse à cela? Une réponse documentée, adressée au secrétaire général et aussi proposer que désormais, quand il y a cette déclaration de l'ONU, qu'il y a possibilité pour le peuple, ou en tout cas pour la société civile, ou pour l'opposition dans le pays, de déposer son mémorandum contraire parce que c'est un podium mondial. Et donc, quand on vient mentir, c'est ce que les gens croient ou les gens entendent. Mais ce que la réalité, eh bien, donc, je pense que la société civile doit adresser une lettre formelle au secrétaire général pour protester non seulement contre son mensonge, mais aussi pour pouvoir déconstruire cela et exiger que l'ONU le publie aussi. N'est-ce pas? Exiger que l'ONU le publie, en tout cas le secrétariat général le publie. Donc, on doit être proactif là. Nos frères, nos camarades du M6 ont fait un lobbyisme que j'applaudis. Je les remercie pour ça. Mais le mensonge de Doucet, il faut déconstruire cela de façon méthodique, de façon scientifique, avec des éléments clés. Tu as évoqué également le procureur Mawaba qui raconte n'importe quoi, qui marche sur la tête. Il faut qu'on ait que l'interdit devienne plutôt une force pour le Togo, pour les Togolais, liker, de continuer par liker et de le défier. Il ne peut pas même mettre les Togolais en prison. Il marche sur la tête, c'est complètement libéré. Il veut faire peur aux Togolais. Donc, c'est une question aussi que j'ai noté, après tout le développement que vous avez fait sur l'écosystème, sur les propositions que vous avez faites. En tout cas, moi, j'ai pris note. Je vais donc laisser la parole aux camarades de vous poser des questions. Je ne sais pas si George nous a vraiment suivis, parce qu'on est vraiment parti en français. George, I don't know if you have a chance to follow us, like we changed completely what in French, but I do believe that you understand French as well. So I don't know if you want to reflect on what Carlos had said. If you don't, did you understand those? You want me to make to summarize what he has said? George? All right. Thank you so much. Meda akpe. Enya gede miafo Carlos Gboloa mesedo kake okonyama adui abaleke odui no wa egblɔ nya geɖe mía Togo dukɔ ƒe kuxiawo ne kumia ne mía Togoviwo katã míate ŋu anyɔ ɖe enu yiwo katã míafo Carlos gblɔ fifi la ŋuti míakoe de dɔwɔna me abe awo ne fofo wɔ nane
ye megava li o ewò ɖevia dze be nàtso ɖe fofo ƒe dɔ ŋutia meka ɖe dzi be egbea ne Abosam yewo kɔ va ɖo anyi be nye mía kplɔla hã Abosam ma akpɔe be awo edze be ye ŋutɔ yeaƒo te agba ne yeadzo gake mi va ɖe asi mía ɖokuiwo ŋuti ni yewo dze be míasrɔ̃ anɔ gblɔm na mía viwo anɔ wòanye nuxlɔ̃menya alo nufiafia míanɔ gbɔgblɔm gbe sia gbegbe wòama mía mi megava nɔ numɔwo katã gblɔm o ta míafo Carlos etɔ atsi enu geɖe míaƒe liƒowo vevietɔ eyawo ke ne va le Benin me eyawo ke ne va le Ghana me gbea katã eya katã nye Togoa katã ƒe nya Togoa katã yiƒe nya ye nye ma wòdze be mía katã míatso ɖe eŋuti nyateƒe be egbea dukplɔla dukpɔkplɔ ha yawo ne li egbea wometsɔ vevidodo naneke ɖe edɔ efu yi ke wo tɔgbuiwo kpe wo fofowo kpe va yia woli egbea vɔa womegakɔ vevidodo ɖeke nɛ o ema menye Togo ɖeɖe dza o mía me yawo ne le Western Togoland ƒe akpadzi hã mi meva naneke wɔm tso fukpekpe yi ke mía tɔgbuiwo kpea mi meva naneke wɔm tso ŋuti o ewɔ na mi abe mi kpɔ egbetɔ vɔ ta evɔ mi ɖi ƒodo vɔ yena mi fukpe megbea elabe mi meta me bum be ɖe míawoe ne míawo mi megava li oa mía viwo hã nava ayi akpɔ ase ɖe gɔme mi va egbe ko kpɔm mi va ŋlɔ etsɔ be ta ɖeko mada akpe na míafo Carlos be ya tɔgbuiwoa ne wodo go zã ne woasugbɔ ɖe míaƒe Togo ƒe enyawo ŋuti megblɔ xoxo be Togo ikoe ganye dukɔ yi ke ne gale fukpekpe me va se ɖe gbe yi ke wobe wona mía ablɔɖe vɔa nyemenya ŋke nye ablɔɖe wobe wona mía nyanye afi ya me la nyemekpɔe o nyemenya ɖeke gɔme sem o na ama ɖe ene gɔme sem akama ne va gblɔe na mi nyanya nyemenya ɖeke gɔme sem be mi le ablɔɖe me ta akpe na míafo Carlos. Ok.